C'était le pire monstre de France. Il traquait et persécutait les Juifs. Paul Touvier a envoyé ma mère à Auschwitz. Des sympathisants nazis au sein de l'Église catholique l'ont aidé à s'enfuir. J'avais le mandat d'arrêter M. Touvier. Ce n'était pas une mince tâche. Ils ont fouillé plusieurs monastères. Je faisais un pas dans un endroit qui était un peu privilégié et secret. Une fois lancé, rien ne pouvait m'arrêter. Il s'est écoulé 43 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais le plus célèbre des criminels de guerre français est toujours en liberté. Un collaborateur nazi qui a assassiné aussi bien des Juifs que des résistants, Paul Touvier. Après toutes ces années, un enquêteur français de haut rang se voit confier le mandat de le retrouver. En mars 1988, un juge d'instruction du parquet de Paris m'a nommé responsable de l'affaire Touvier. Le colonel Recordon est quelqu'un de très volontaire. Et lorsqu'il a décidé qu'il fallait faire quelque chose, il met tous les moyens pour y aboutir. Au fil des ans, la gendarmerie nationale française a échoué dans sa tentative de traduire le criminel de guerre en justice. Mais le colonel Jean-Louis Recordon a la réputation bien méritée d'être un enquêteur acharné et expérimenté. Sa nouvelle mission est ultra secrète. Touvier se cachait depuis une quarantaine d'années et personne n'arrivait à l'arrêter. En passant les dossiers de l'affaire Touvier au peigne fin, le colonel Recordon se plonge dans l'une des plus sombres périodes de l'histoire de France. Quand les nazis envahissent le pays lors de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs Français résistent avec héroïsme. Mais d'autres, comme Paul Touvier, collaborent sans hésitation avec l'ennemi. Il a collaboré avec les Allemands pendant la guerre. En fait, il faisait partie des Français qui ont rallié des unités allemandes pour combattre les résistants. Paul Touvier est l'un des leaders d'une force paramilitaire pro-nazie. Il est responsable de dénoncer les ennemis de l'État. Touvier a choisi 7 hommes parce qu'ils étaient juifs. Après leur avoir ordonné de s'aligner contre un muret, ils ont été abattus. C'est aussi simple que ça. C'était le pire monstre de France. Dans les années 80, il y a encore des gens influents qui ont collaboré avec les nazis. Des gens bien disposés envers Touvier. Je craignais qu'il n'y ait d'éventuelles fuites, parce que je savais très bien que Touvier avait des défenseurs, non seulement au sein de l'administration, mais dans la société française en général. Lorsque vous avez un individu qui s'est caché pendant 40 ans, quand les chances de pouvoir le retrouver étaient pour moi, je dis, quasi nulles. J'ai mentionné au juge d'instruction que c'était une mission quasi impossible. Mais une fois lancé, rien ne pouvait m'arrêter. Pour mener à bien cette mission quasi impossible, le colonel Recordon fait équipe avec Dominique Bélanger, un enquêteur chevronné. Je connaissais la sensibilité du dossier Paul Touvier, puisque le groupe auquel j'ai été affecté au sein de la section recherche traitait les dossiers dits sensibles. Ça reste un peu une enquête menée secrètement. Je dirais qu'on avançait à l'aveuglette. Tellement d'années avaient passé qu'on ne savait même pas à quoi il ressemblait physiquement. Le problème de la recherche de Paul Touvier, c'est qu'au moment où nous, on ne sait même pas s'il est encore vivant, en fait. Touvier avait organisé son propre décès, parce qu'il avait, à un moment donné,
fait passer dans un article « Paul Touvier est mort ». Mais néanmoins, tant qu'on n'avait pas la preuve de sa mort, il fallait continuer à faire une enquête. J'ai commencé par reconstituer le réseau de contacts de Touvier, ses proches, ses alliés et tous ceux dont les noms figuraient au dossier. Le rôle de l'Église catholique m'intéressait tout particulièrement. Elle semblait avoir exercé une influence considérable. Selon une rumeur persistante, Paul Touvier se serait réfugié auprès de membres du clergé catholique. C'est qu'il a obtenu des soutiens manifestement importants. Si c'est exact, ce ne serait pas la première fois que le clergé aurait porté secours à un fugitif nazi. Des sympathisants nazis au sein de l'Église catholique ont aidé des criminels à fuir après la guerre. À l'époque, l'Église ne se préoccupait pas de l'autorité laïque. Elle prêtait assistance à ceux qui avaient des ennuis, sans poser de questions. Cette période de l'histoire de France est encore très controversée. N'est-ce pas étrange que tous ceux qui ont aidé les nazis aient eu un lien avec l'Église catholique? La chasse pour retrouver le criminel de guerre Paul Touvier fait ressortir de profondes dissensions religieuses et politiques qui remontent à plusieurs décennies en France. En 1940, la défaite des Français devant les Allemands scinde le pays en deux. Les nazis occupent le nord, tandis qu'au sud, dans la ville de Vichy, ils forment un gouvernement fantoche. Le gouvernement de Vichy recrée le pendant français de la Gestapo, la redoutable milice. La milice était avant tout une force paramilitaire destinée à combattre la résistance française. Ouvertement antisémite, elle véhiculait l'idéologie des éléments les plus extrémistes du régime de Vichy. Touvier a fait carrière au sein de la milice. Il s'est investi à fond et il a si bien réussi qu'il en a rapidement gravi les échelons. Il a été nommé responsable du service de renseignement de la milice. C'était un vrai fanatique idéologique. À ses yeux, les Juifs et les résistants étaient les ennemis de la France et il fallait les éliminer. Après la guerre, la France a voulu purger la société de tous ceux qui avaient collaboré avec les Allemands. Des collaborateurs tels que Paul Touvier, qui est prêt à tout pour éviter la pendaison. Touvier venait d'une famille de fervents catholiques et il était lui-même très pieux. Quand il a eu besoin d'aide, il s'est dit que l'Église catholique était peut-être la solution. J'ai présumé qu'il y avait matière à enquête au sein de l'Église catholique. Recordon apprend que la dernière adresse postale connue de Touvier est celle de l'archidiocèse de Lyon. On a demandé l'autorisation de consulter les archives de l'archidiocèse. C'était une enquête très sensible. Le juge d'instruction et l'enquêteur se rendent à Lyon, à 480 km au sud de Paris. Il est convenu que le juge d'instruction rencontre l'archevêque, seul à seul, afin de gagner sa confiance. On a obtenu une audience avec l'archevêque, mais j'ai attendu à l'extérieur du bureau. J'étais extrêmement nerveux. C'était un sujet délicat. L'archevêque était très réticent à nous donner l'autorisation de consulter les archives catholiques.
Finalement, Recordon se heurte à un refus catégorique, ce qui tend à confirmer ses soupçons. J'ai l'habitude de rencontrer des gens qui refusent de coopérer. Ce n'est pas un problème. Je me dis, vous ne voulez pas coopérer? D'accord, je vais m'y prendre autrement. Après 9 mois d'enquête, Recordon est convaincu que des membres de l'Église catholique protègent Touvier. Pour rester introuvable, rester caché, tout en restant en France, l'endroit parfait qui se prêtait à ça était effectivement le milieu religieux, que ce soit les monastères ou les abbayes, qui pouvaient accueillir des familles, une famille complète ou un civil. Les policiers se concentrent sur un mouvement intégriste de droite de l'Église. Un monastère en particulier a retenu notre attention parce que Touvier avait travaillé dans les environs au cours des années 70. Il s'agit du monastère Notre-Dame-des-Dons dans le centre de la France. J'ai décidé d'envoyer Bélanger au monastère dans l'espoir de trouver des indices de la présence de Touvier ou de sa famille. Le gendarme Bélanger s'y rend en se faisant passer pour un ex-détenu dans le besoin. On faisait un pas dans un endroit qui était un peu privilégié et secret. C'est toujours resté un monde à part, très renfermé et protégé aussi. Le système mis en place est un système très opaque et très au point. C'est très difficile d'entrer dans ces milieux très fermés religieux, puisqu'il y a toujours une méfiance. Très peu de civils y entrent. J'ai travaillé une journée là, et le soir, j'avais la liberté de me promener dans l'abbaye, quoi. Bélanger est à l'affût du moindre indice. Chacun, de son côté, arrivait à obtenir même un petit renseignement qui nous remotivait. Mais l'opération d'infiltration ne donne pas les résultats escomptés. Je m'aperçois qu'il y avait plein de gens, mais qui ressemblaient pas, ou qui auraient pu ressembler à la famille Touvier. Oui, c'était un peu démoralisant, parce qu'on repartait vers une autre aventure, en fait, parce qu'on savait pas où on allait aller. L'équipe revoit donc sa stratégie. Ils mettent sous écoute les téléphones de plusieurs communautés religieuses intégristes. On avait tissé une toile d'araignée d'écoute téléphonique, c'est-à-dire qu'on avait mis le maximum de chances de notre côté sur partout où Paul Touvier aurait pu être appelé, en fait. Toutes les tables d'écoute étaient reliées à distance au sous-sol de nos bureaux. Dans les écoutes téléphoniques, on écoute de nombreuses voix. C'est quand on les écoute toujours, c'est toujours la même personne, on connaît les voix. On sait de la façon dont il parle, du sujet de quoi il parle, on sait qui est là. Dans le même temps, on a une chance pour nous, qu'un article paraît en presse nationale, où là on parle des relations de Paul Touvier avec les Chevaliers Notre-Dame. Par un heureux hasard, un journaliste d'enquête fouille lui aussi le passé du criminel de guerre. À l'instar des policiers, il en arrive à la conclusion que Touvier s'est sans doute réfugié auprès d'intégristes catholiques. Son article fournit enfin une première piste aux enquêteurs. Dès l'apparition de l'article le matin, on a eu des premières conversations téléphoniques où des gens s'inquiétaient de savoir comment la presse
a eu connaissance de ces éléments. À la suite de cette parution de l'article, il y a eu à un moment donné une phrase que nous avons parfaitement entendue et comprise d'un individu qui disait « Notre ami Paul ne va pas être content ». Pour moi, c'était merveilleux. J'étais très, très content. On les entendait dire « Il faut aider notre ami Paul. On le surveille de très près. Il faut se montrer prudent. » Un appel en particulier offre une piste sérieuse. Il s'agit d'une conversation entre Jean-Pierre Lefebvre, le chef de l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame, un groupe catholique de droite formé de laïcs et issu du mouvement intégriste, et Don Lafont, abbé du monastère bénédictin de Saint-Paul de Visque. Tout portait à croire que l'abbaye de Visque et la résidence de Jean-Paul Lefebvre étaient deux maillons importants de la chaîne. Les enquêteurs ont maintenant la preuve que le criminel de guerre Paul Touvier a des liens avec un monastère du nord de la France et une secte catholique d'extrême droite. Avec l'accord du juge d'instruction, j'ai décidé de passer à l'action. J'ai envoyé une première équipe à Visque pour enquêter au monastère et une seconde équipe au domicile de Jean-Pierre Lefebvre. La chasse à l'homme s'intensifie. Bélanger se présente à l'abbaye de Visque muni d'un mandat de perquisition. On n'a pas l'habitude d'aller dans les établissements religieux. On interpelle Don Lafont. Donc Don Lafont a voulu faire des comptes rendus téléphoniques à ses supérieurs hiérarchiques. Et il a vu qu'il pensait que ça allait nous effrayer. Lafont souriait en se disant probablement qu'on n'avait aucune chance de trouver Touvier. Et là, on fait une perquisition dans le couvent. Don Lafont, ça n'arrive pas, c'est jamais arrivé de se retrouver en garde à vue dans un couvent. Bélanger cuisine l'abbé, mais Lafont prétend ne rien savoir au sujet du criminel de guerre. On a dit, bah appelez, on va rester avec vous, de toute façon, vous êtes en garde à vue 48 heures. Donc là, il a vu qu'il aurait du mal à nous faire partir. L'abbé finit par craquer. Contre toute attente, il avoue qu'il est impliqué dans une conspiration visant à protéger Paul Touvier. Et à un moment donné, il nous dirige lui aussi vers les Chevaliers Notre-Dame. Les enquêteurs interrogent maintenant Jean-Pierre Lefebvre, le chef de la secte catholique. Soumis à l'interrogatoire, Jean-Pierre Lefebvre a nié qu'il connaissait Paul Touvier. Mais les enquêteurs savent déjà que Lefebvre et Touvier partagent un passé trouble. Le chef militant religieux a combattu aux côtés des officiers SS. Dans le sous-sol du domicile de Jean-Pierre Lefebvre, les enquêteurs ont trouvé plusieurs documents relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Tout comme Paul Touvier, Lefebvre fait partie des milliers de Français qui ont trahi leur patrie. Touvier a collaboré étroitement avec le criminel notoire Klaus Barbie. On surnommait Barbie le boucher de Lyon, tandis que Touvier était le bourreau de Lyon. Klaus Barbie était à la tête du service de renseignement du bureau de la Gestapo à Lyon, et Touvier jouait le même rôle pour la milice, également à Lyon. Ils occupaient les mêmes fonctions, en quelque sorte. Barbie est allemand, mais Touvier n'a pas cette excuse. C'est un traître qui terrorise ses propres compatriotes. 80 000 Juifs sont morts en France pendant l'occupation. Environ 76 000 d'entre eux ont été déportés. Comme membre de la milice, il traquait
pourchassait et persécutait les Juifs. Et il luttait contre la résistance. Mais il est également devenu une espèce de mafieux. La mère de Vladimir Zant se trouve dans la synagogue de Lyon quand Touvier et ses hommes arrivent. Paul Touvier come with his truck. Paul Touvier a immobilisé son camion devant la synagogue Tilsit. Des hommes sont entrés. Ils ont fait sortir tous les Juifs, dont ma mère. Ils les ont emmenés dans une prison de Lyon avant de les déporter à Auschwitz. Ce sont des crimes atroces comme celui-ci qui ont incité les enquêteurs à interroger le chef des Chevaliers de Notre-Dame au sujet de Paul Touvier. Plusieurs heures plus tard, l'enquêteur est venu me dire que Lefebvre refusait de coopérer. Voilà pourquoi j'ai décidé de participer à l'interrogatoire. Recordon use d'un subterfuge pour faire parler son témoin. Je lui ai dit que d'autres chasseurs étaient sur la piste de Paul Touvier, en ajoutant que ces hommes agissaient dans leurs propres intérêts et qu'ils étaient mal intentionnés envers Paul Touvier. En entendant cela, Lefebvre m'a regardé attentivement. Wiesenthal? Klarsfeld? J'ai haussé les épaules. C'est possible. Il espère convaincre Lefebvre qu'il est plus prudent de livrer Paul Touvier à la police plutôt que de le laisser tomber dans les filets de chasseurs de nazis comme les Klarsfeld ou Simon Wiesenthal. Je lui ai dit que si quelque chose arrivait à Touvier et à sa famille, il en serait responsable. Sa ruse porte fruit. L'ex-officier SS avoue que les Chevaliers de Notre-Dame soutiennent financièrement le criminel de guerre. Lefebvre m'a dit que chaque mois, il faisait parvenir 3000 francs français, soit environ 600 $, à une femme à Paris. Paul Touvier échappe à la justice depuis plus de 40 ans déjà. Après la guerre, il a été reconnu coupable, in absentia, de trahison et de crimes de guerre. Touvier a réussi à se cacher et à survivre jusqu'à ce que le délai de prescription de 20 ans soit expiré et que les accusations contre lui soient abandonnées. Il souhaitait pouvoir emménager avec sa femme et ses enfants dans la maison que son père lui avait léguée et y mener une vie normale. Mais une fois le délai de prescription expiré, Touvier n'a toujours pas le droit d'être propriétaire dans sa ville natale. Par contre, il entend bien regagner à la fois sa demeure et sa réputation. Et la seule façon, au moment du décès de son père, de pouvoir hériter, c'était de demander la grâce au président Pompidou. Dans les années 60 et 70, Touvier a encore des amis influents au sein du gouvernement français et du clergé. Après une longue et intense campagne orchestrée par un évêque, il obtient son pardon en novembre 1971. Quand le président Pompidou lui a accordé son pardon, le climat s'est envenimé. Une vague de protestations a déferlé sur la France. Les célèbres chasseurs de nazis Serge et Beate Klarsfeld sont à la tête des manifestations. Le milieu de la résistance a réagi de façon impressionnante. Les protestations fusaient de toutes parts. D'abord, on jugeait scandaleux que ces crimes soient demeurés impunis. Indépendamment de la question juridique, cet homme était un meurtrier. C'était indéniable. On s'est immédiatement indigné. On a même pris d'assaut le domicile de Touvier. Touvier était assiégé. Désespéré, il accepte de donner une entrevue télévisée pour se justifier, dissimulé sous des verres fumés. But what could I have done? What? Faced with the Germans, who were the masters of the country.
Mais ces victimes ne sont pas dupes. Elles intentent des poursuites contre Touvier. Il est maintenant inculpé de crimes contre l'humanité, une accusation qui ne comporte aucun délai de prescription. Pendant un moment, Touvier a cru qu'il allait retomber dans l'anonymat et vivre paisiblement dans sa maison familiale, mais il est devenu tristement célèbre. Il n'a pas eu d'autre choix que de retourner dans la clandestinité. Ce sont les accusations de crimes contre l'humanité portées contre Paul Touvier qui sont à l'origine de la chasse à l'homme menée par Recordon et son équipe. Les enquêteurs remontent la piste du soutien financier jusqu'à Paris et la secrétaire âgée d'une association caritative catholique. Nous avons pu comprendre qu'il y avait tout un circuit qui s'était mis en place entre ces individus pour une collecte d'argent, lequel l'argent était ensuite transmis par une dénommée Madame Geneviève Penou. Recordon rencontre Penou pour lui poser des questions au sujet de l'argent. J'ai expliqué à cette femme l'objectif de notre enquête, mais elle m'a répondu qu'elle ne voulait pas nous aider. Sa réponse m'a laissé stupéfait. Recordon réussit à la faire céder. Elle m'a demandé la permission de téléphoner à un prêtre afin d'obtenir son assentiment parce qu'elle ne voulait pas contrevenir à la justice divine. Je n'en revenais tout simplement pas. Le prêtre lui a conseillé de répondre aux questions de l'enquêteur. Madame Penou révèle qu'elle envoie de l'argent à Paul Touvier dans un couvent de carmélites intégristes situé à 320 km au sud de Paris. À ses yeux, en tant que catholique, c'était son devoir d'aider la famille Touvier. À ce stade de nos investigations, on sait que tout s'accélère très vite. Donc on quitte Paris, une équipe part en avion. À l'époque, la gendarmerie avait des avions personnels. Donc on est 4 à quitter Paris en avion et un autre groupe descend en voiture. Après 4 décennies, l'étau se resserre autour de Paul Touvier. Mais s'il avance de l'opération, il risque fort de disparaître dans la nature. Il fallait agir très vite. Les enquêteurs français sont sur le point d'arrêter le criminel de guerre Paul Touvier. Ils se sont envolés vers son dernier refuge connu, un couvent à plus de 300 km de Paris. La religieuse était surprise de voir autant de policiers se présenter devant elle. Je lui ai dit que j'étais responsable de faire enquête dans le couvent. Donc on rencontre la mère supérieure dans le monastère, on rencontre le père abbé, on explique pourquoi on vient. Moi je suis chargé de la perquisition. Les hommes interrogent les sœurs, tandis que Recordon pose des questions à l'abbé. Il m'a répondu « Touvier, je ne connais pas ce Touvier. » Donc il y a une petite église, une petite chapelle, puis derrière on a des bâtiments, des genres de garages. J'étais dans l'entrée en train de discuter avec le prêtre quand l'un de mes hommes est venu me dire qu'ils avaient trouvé des valises identifiées au nom de Paul Lacroix. Dans le bâtiment, on trouve donc plusieurs valises. Et en fait, on était nommé, on avait un nom dessus qu'on reconnaît comme un des pseudonymes utilisés par Paul Touvier. Et là, on ouvre les valises et en fait, on découvre tout le passé historique de Paul Touvier. L'une des premières choses qu'on a vues, c'était une croix de fer. J'ai regardé le prêtre
Vous ne connaissez pas Touvier? Mon enquêteur a examiné les documents, c'était écrit Paul Touvier partout. Vous prétendez toujours ne pas le connaître? Les enquêteurs n'ont pas trouvé le criminel de guerre, mais ils ont maintenant la preuve que Touvier a cherché refuge auprès des intégristes catholiques. Dans un coffre, ils ont découvert des écrits de Philippe Henriot, un propagandiste nazi. Voilà un lien direct avec l'une des pires atrocités commises par Touvier. Philippe Henriot était ministre de la propagande dans le gouvernement de Vichy. C'était un héros de la milice. Philippe Henriot était un commentateur de radio extrêmement efficace. Vous qui vous êtes, ou secrètement, ou ouvertement... Il causait énormément de tort à la cause des Alliés. Ses émissions de radio avaient du succès. La résistance l'a assassiné le 28 juin 1944. À travers toute la France, les groupes de miliciens et les partisans du régime de Vichy ont décidé de le venger. On raconte que Touvier a alors rassemblé un certain nombre de Juifs avant d'en choisir 7. À la fin juin 1944, au petit matin, il les a fait sortir. Ils se sont alignés contre le muret d'un cimetière et Touvier les a abattus. Il a ensuite laissé les cadavres à la vue de tous à titre d'exemple. Que Paul Touvier devait être là, est parti très rapidement. On trouve les photos du présent, où il est pris en photo avec ses enfants, sa femme. Et on a sa photo. Et ça, c'est un événement pour nous très important, puisque la dernière photo que nous avions était celle de 73. Les questions qui sont posées au père abbé, il dit ne pas être au courant. Je leur ai dit qu'ils devaient respecter la loi française. Où est Paul Touvier? La mère supérieure prend les choses en main. Mère supérieure qui demande au père abbé de jurer sur la croix, qui ne savait pas où était. Alors le père abbé s'est trouvé pris. Et là, le père abbé s'est fait déstabiliser par la mère supérieure et il a avoué là en disant bah oui, je sais où est Paul Touvier. Il m'a dit que Paul Touvier était au prieuré Saint-Joseph de Nice depuis 2 semaines. L'enquête atteint un seuil critique. Nice se trouve à 800 km au sud, sur la côte méditerranéenne. Les enquêteurs n'ont pas une minute à perdre. Il était 23 heures. Comme mes hommes étaient très fatigués, plus que moi, j'ai décidé de prendre le volant jusqu'à Nice. Rien n'aurait pu mettre un frein à mon enquête. Les enquêteurs français roulent toute la nuit en direction d'un monastère de Nice. La chasse à l'homme pour retrouver le criminel de guerre Paul Touvier est ouverte depuis plus d'1 an, mais son dénouement est imminent. Et nous, c'était la rapidité pour aller là-bas. Alors, donc ça faisait depuis lundi qu'on n'avait pas dormi, qu'on était parti, on n'avait pas eu de repos. Et à 150, 160 tout le long de la route. J'ai apporté une photo avec moi. Comme ça, je pouvais mettre un visage sur le fugitif. Il ne pouvait pas y avoir erreur sur la personne. Le colonel Recordon prévient les autorités niçoises et leur demande d'encercler le monastère pour s'assurer que personne n'y entre ou n'en sorte. Je leur ai dit que c'était une affaire de la plus haute importance dont je ne pouvais pas parler au téléphone et que j'avais un mandat d'arrestation.
À l'aube le matin, c'est au mois de mai, hein. Donc on arrive à l'entrée de Nice. Six ou 7 personnels de la gendarmerie en civil qui cernaient le monastère. Donc moi et mon collègue Carmona, Recordon, on dit vous passez par derrière, vous débrouillez pour rentrer par l'arrière pour qu'on puisse arriver devant et derrière en même temps. Donc on ne savait pas s'il était à l'intérieur. Donc là, on était toujours avec un doute. On se dit, est-ce qu'il est là, pas là, on ne savait pas. J'ai frappé à la porte. Un prêtre nous a ouvert. Il semblait surpris et probablement effrayé. Paniqué, le prêtre tente de refermer la porte au nez des enquêteurs. J'ai mis mon pied dans l'embrasure et j'ai poussé violemment la porte. Et nous, dans le même temps, on arrive dans la cour intérieure du prieuré, et là, on force une porte à l'arrière, et en fait, on rejoint Recordon. Lorsqu'on est à l'intérieur, on se retrouve les 4, il n'y a qu'un escalier central. Mes enquêteurs se sont rués dans l'escalier, j'ai saisi le prêtre par la manche, et on a monté les marches ensemble. On arrive en haut de l'escalier, il y a 2 couloirs, à gauche et à droite. Recordon prend celui de gauche avec mon collègue et moi je prends celui de droite avec un autre collègue. Mes hommes ouvraient les portes de chaque côté du couloir. Je les suivais en tenant toujours le prêtre par la manche. À ce moment-là, mon cœur battait à tout rompre. On était presque au bout du couloir quand j'ai vu un enquêteur s'immobiliser sur le pas d'une porte. Et au milieu de la pièce, j'ai vu Paul Touvier. Après plus de 40 ans de cavale, le collaborateur nazi Paul Touvier est enfin pris au piège. Quand j'ai vu cet homme debout au milieu de la pièce, j'ai immédiatement su que c'était Paul Touvier. Il avait une particularité, Paul Touvier, c'était son regard. Il avait un regard bleu perçant. Je me souviens de certains films de guerre où on voit les nazis, les yeux très bleus, et ça m'avait choqué, quoi. Quelques secondes plus tard, sa femme est arrivée avec son fils et sa fille en pleurs. Touvier leur a ordonné de se taire d'un ton brusque et agressif. Fermez-la et retournez dans vos chambres. Ils ont obéi sans dire un mot. C'est là que j'ai reconnu l'homme responsable du service de renseignement de la milice. Voilà comment il parlait aux résistants et aux Juifs. C'était le même homme, d'une froide méchanceté. Et on s'est aperçu que les 2 enfants, c'était, à la limite, c'était triste, parce qu'ils avaient, je crois, c'était 35 ou 6 ans. Il n'avait jamais vécu, il avait toujours vécu dans une cellule d'un monastère ou d'une abbaye. Le colonel Recordon me téléphone en disant « on a arrêté Paul Touvier ». Ça a été un très grand moment pour moi, parce que les efforts que nous avions menés, tous ensemble, se concluaient par un résultat positif. Ça a été un coup de tonnerre fantastique. Pour moi, c'était une victoire. J'avais rempli ma mission. Comment dire? J'étais soulagé. Après l'arrestation de Touvier, j'ai pensé aux malheureuses victimes des camps de concentration. Je me suis dit que justice serait enfin rendue.
on avait enfin, 40 ans après, arrêté Touvier. C'était un déferlement de journalistes. 6 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité sont portés contre Touvier. Il m'a fait une déclaration. Je conteste avoir commis des crimes contre l'humanité. Je n'ai fait que mon devoir. Il n'a formulé aucun regret. Cette enquête a permis de mettre à jour une branche sombre et secrète de l'Église catholique française. L'arrestation de Paul Touvier est également la preuve que l'antisémitisme est encore bien vivant dans la France d'aujourd'hui. À peine quelques jours plus tard, on pouvait lire le graffiti « Mort aux Juifs » sur une synagogue de Rouen. 5 ans après son arrestation, le procès de Paul Touvier s'ouvre à Versailles, ancienne patrie des rois et reines de France. Les tensions sont vives, dans un pays encore profondément marqué par la guerre. Pendant les années 80, il a écrit ses mémoires dans des carnets qu'on a appelés les carnets verts. Ils ont joué un rôle important au cours du procès. Touvier y affirmait qu'il n'entretenait plus la même animosité qu'avant la guerre, ce que la lecture de ces carnets verts démentait. Sur le plan idéologique, cet homme était resté complètement figé sur ses positions. Rappelez-vous, Pierre Cotte, Vincent Auriol, Pierre Blanc. On a constaté qu'il était encore le même homme qui s'était engagé dans la milice et qui n'avait pas hésité à commettre des crimes atroces. Paul Touvier était un être abject. Ces carnets secrets trahissent Touvier et scellent ainsi son destin. Il est reconnu coupable de crimes contre l'humanité et condamné à la prison à vie. Il s'agit d'un verdict historique. Touvier est le premier citoyen français à être traduit en justice et condamné pour crimes contre l'humanité par un tribunal de France. C'est extraordinaire. Rares sont les pays qui ont poursuivi un de leurs propres citoyens pour crimes contre l'humanité. J'ai passé ma vie à chercher ma mère. Paul Touvier est l'homme qui a arrêté ma mère et qui l'a envoyée à Auschwitz. Il fallait que Paul Touvier assume la responsabilité d'avoir fait de ma vie un enfer. À mes yeux, la chasse à l'homme pour retrouver Paul Touvier était une enquête classique, stimulante et exigeante, mais avec de la volonté et de la détermination. Je savais qu'on pouvait y arriver.